Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur la chaîne Meilleur SCPI. On est ravi aujourd'hui d'accueillir Pierre-Antoine Burgala de chez Iroko. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Jonathan. Tu vas bien? Très bien et toi? Très bien, et ravi de t'accueillir et on va partir un peu au cœur du réacteur de votre maison de gestion qui est dans le 16e arrondissement, la société de gestion Iroko. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette société de gestion qui a été lancée il y a quoi, 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, un peu plus de 4 ans. Donc Iroko, c'est une société de gestion spécialisée en immobilier, la preuve on s'en parle aujourd'hui, qui s'est lancée donc en juin 2020, qui a eu son agrément société de gestion. En novembre 2020, on lancé notre première SCPI, Iroko Zen. Et aujourd'hui, elle a beaucoup grossi, puisqu'on compte une soixantaine de collaborateurs et on gère maintenant un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc la société de gestion a bien grandi, c'est bien structuré et a une croissance très dynamique. Chez Iroko, c'est un meilleur SCPI, on a quand même beaucoup de clients qui ont investi chez Iroko. Il y a un modèle qui est un peu différent. C'est le modèle, comme on dit, des sans frais de souscription. Et le de souscription, il est important. Il est important. C'est un argument qui est important chez Iroko, mais je ne pense pas que ce soit le seul argument, bien évidemment. Comment, je pense que c'est tout de suite important de rappeler comment ça fonctionne d'un point de vue économique, le fait d'avoir une SCPI qui soit sans frais de souscription. Ouais, effectivement, la genèse du projet Iroko et Iroko Zen, en tout cas une des genèses, c'était d'aligner les intérêts entre la société de gestion, l'épargnant et le conseiller en gestion patrimoine. Et notre souhait, c'était de dire, OK, la SCPI, c'est un type de fonds qui existe depuis une soixantaine d'années. C'est pas tout récent, même si son succès est un peu plus récent, puisque ça a vraiment été en ébullition depuis une dizaine d'années seulement. Mais historiquement, c'est structuré avec 10% de commissions de souscription, qui, rappelons-le, ne sont pas des frais de notaire ou d'éventuels frais d'agence, etc. Et donc notre souhait, ça a été de se dire, OK, c'est assez singulier, et quand on regarde les autres produits d'épargne, c'est le seul où au final il faut payer pour voir, et on ne peut pas consommer son investissement. Donc en ramenant cette commission de souscription de 10% en moyenne constatée à 0, on a fait le choix de laisser à l'épargnant cette possibilité de consommer. Si ça lui plaît, il reste. Si ça ne lui plaît pas, il a cette possibilité de partir de notre véhicule. Évidemment, on n'offre pas une liquidité. Rappelons-le, la SCPI est un produit par nature illiquide, puisqu'on a un sous-jacent immobilier. Voilà. Donc ce sont bien ces entrées qui font éventuellement ces sorties. Néanmoins, le client a cette liberté de pouvoir sortir. Alors il y a un petit modulo quand même. Comme on est sur une matière qui est par nature illiquide, on a fait le choix sur Iroko Zen de mettre des pénalités de sortie les 3 premières années de 5%, si bien qu'on s'évite tout effet d'aubaine d'un investisseur qui viendrait chercher un rendement plutôt agréable une année et qui sortirait dès l'année suivante. Voilà, donc quelque part, un modèle de SCPI sans frais qui est en train de devenir progressivement pour certains épargnants une certaine forme de norme. Exactement. Et ça a une conséquence, évidemment. Voilà, c'est quoi la conséquence du coup? La conséquence, en fait, il y en a deux même, plus exactement. La première conséquence, c'est que pour l'investisseur, d'un point de vue purement TRI, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que je peux sortir. Donc le taux de rendement interne, TRI. Exactement, pardon. Taux de rendement interne, c'est-à-dire qu'il met, admettons, 100 €. S'il décide de sortir ses capitaux pour un projet immobilier, l'achat d'une voiture, etc., il va pouvoir récupérer 100 €, contrairement aux autres SCPI où c'est 100 € moins les commissions de souscription, donc 90 €. Voilà. Modulo, encore une fois, c'est cette durée de détention de 3 ans. Donc en fait, il n'y a pas de punition à un projet de vie future. Donc ça, c'est le premier point. Ça, tu es attaché pour tes épargnants à leur projet de vie futur? Généralement, quand on constate effectivement à quoi sert la SCPI, alors la durée de moyenne de détention, hormis accident qu'on a pu voir sur certains véhicules ces dernières années, parce qu'il y a eu un fait conjoncturel, c'est que c'est un produit de détention très long terme. Généralement, c'est pour la retraite très, très souvent. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un décès qui intervient, et au décès, c'est plutôt naturel que les héritiers puissent récupérer la mise de départ de l'épargnant initial. Et l'épargnant initial a eu ses flux tout au long de sa retraite, etc. Donc ça nous semble effectivement cohérent. Et après, je pense que la SCPI rentre dans les mœurs, rentre dans les allocations, encore une fois, malgré accidents récents, mais rentre dans les mœurs et aujourd'hui attire de nouveaux types d'épargnants, notamment jeunes, qui peuvent très bien se placer sur de la crypto-monnaie, sur des ETF, et à côté de ça, en allocation stratégique immobilière, sans avoir de contraintes de gestion, puisque c'est quand même une des grandes vertus de la SCPI, pouvoir se faire une poche immobilier qui va être un peu moins dynamique, plus résiliente, et sur laquelle ils pourront piocher pour des études, pour
encore une fois, l'achat d'une résidence principale, etc. Donc ça, c'était la première vertu. Et la deuxième vertu, qui est un peu plus difficile à palper, je vais essayer d'être le plus clair possible, c'est que quand vous investissez sur une SCPI dite traditionnelle avec 10% de frais de souscription, et ce n'est pas un jugement de valeur, vous pouvez avoir une qualité de gérant très bonne. Ça peut être complémentaire. Hein. Exactement, en plus. Ce gérant-là ne va avoir à disposition que 90 € à mettre au travail sur l'immobilier. Parce que ce sont bien des frais de souscription et pas des frais de sortie, comme je peux l'entendre parfois également, même s'ils ne sont constatés qu'à la sortie. C'est là où il y a un petit jeu de langage. Ouais, oui, ils ne sont pas du tout constatés à la sortie, ils sont payés à l'entrée. Ils sont payés à l'entrée, voilà. Si on veut vendre le Personne lendemain, ne on fait paye d'avance sur des frais d'entrée. Donc c'est le cas pour une SCPI avec des frais de souscription. Sur Hirokozen, nous, on a fait le choix de variabiliser notre rémunération. C'est-à-dire que si on fait bien notre boulot et qu'on fait gagner de l'argent à l'épargnant, on va bien gagner notre vie. Si on fait mal notre boulot et qu'on ne fait pas gagner de l'argent à notre épargnant, on ne gagne pas très bien notre vie. Et ça passe par deux grands frais de gestion. Voilà, c'est ça, j'allais dire, c'est les frais de gestion. Exactement. Donc évidemment, comme tout le monde, des frais de gestion sur les loyers, ça c'est assez classique. La moyenne du marché, elle est plutôt autour des 10,80, les derniers chiffres que j'avais vus. Nous, on est à 12%. Donc on est légèrement plus cher. D'ailleurs, si je donne un peu un axe pédagogique pour comprendre ce que ça donne, ça paraît énorme, hein, 10%, 12%. On parle bien de l'assiette des loyers, et si je retranscris ça sur l'encours que peut détenir une SCPI, le capital donc, on parle de 0,70% à 0,80-85% de frais de gestion annuels, ce qui est pas très cher par rapport à d'autres classes d'actifs. Il y a d'autres produits d'épargne où on est à 1%, à 1,5% voire de frais de gestion, voire plus sur le capital. Donc, exactement. Quand on dit que finalement les SCPI les SCPI sont chargés sur la partie frais de gestion, c'est pas vrai intellectuellement par rapport à l'ensemble du marché. Il faut comparer. Exactement. Et nous, on a fait le choix donc de se rémunérer sur notre capacité à déployer les capitaux de nos investisseurs. Donc on prend des commissions d'acquisition. Ça me permet de dire effectivement que tu avais raison de préciser que ce sont une absence de frais de souscription et pas une absence de frais tout court. Évidemment, la société de gestion, elle a aussi le souhait d'être rentable, d'être saine, de durer. Mine de rien, une SCPI, elle est censée vivre 99 ans. Et donc, il est sain qu'on puisse se rémunérer et faire vivre tous les membres de notre société de gestion. Donc, on prend également une commission, mais seulement une commission à l'acquisition. Donc, quand on fait notre sourcing, qu'on achète un immeuble, on prélève 3%. Ce que ça veut dire, c'est que ces 100 € que nous confie l'épargnant, nous, on va les mettre à hauteur de 97 € sur l'immobilier. Donc là, on peut s'arrêter tout de suite, arrêt sur image. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une SCPI qui peut déployer 90 € sur l'immobilier, et de l'autre, vous avez Hirokozen qui peut déployer 97 €. Donc sans effort, on met 8% de plus. Ouais, j'allais dire à peu près 10%, mais ça fait 8%. C'est 8%. Et donc, mine de rien, ça, si on met des maths, en 2024, par rapport à ce qu'on a collecté, c'est un peu plus de 30 millions d'euros de plus déployés sur l'immobilier. Et ça représente à peu près 0,15% de notre performance annuelle de 2024. Donc c'est quand même très significatif en termes de gains pour l'épargnant. Et dit autrement, alors là c'est un peu plus intellectuel, mais on a besoin de prendre moins de risques pour faire autant de taux de distribution qu'une SCPI qui a des frais de souscription. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, vous êtes un peu le free de la SCPI, en mode, c'est Xavier Niel qui est venu chez vous, qui vous a dit on déroule. En fait, on lui avait déjà parlé du projet free, il l'a fait, et nous on a pu comme ça. Vous avez pu le faire. Bon, c'est bien, j'espère que Xavier nous regardera et qu'il investira dans Hirokozen et qu'il n'hésite pas à me contacter, ça me fera plaisir. On a donc une SCPI, ce serait bien que tu nous parles d'Hirokozen, que tu nous donnes un peu les grandes masses et les chiffres de cette SCPI, parce qu'on a compris que c'était une SCPI très mutualisée, etc. Mais c'est important que tu nous rappelles quelques chiffres. Ouais, donc Hirokozen, novembre 2020, on était plein Covid. Et notre thèse, pour aller très vite, parce que je pense que maintenant elle est un peu plus connue, ça a toujours été de dire on n'a pas de dogme, on est ultra opportuniste, diversifié et granulaire. Ça, c'est nos trois grandes briques que l'on remet à chaque fois systématiquement dans notre process d'investissement. Et vous êtes très tech aussi. On est très tech, alors ça c'est plus la société de gestion, et alors si je fais une petite parenthèse là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire être très tech? C'est déjà on a fait le choix d'internaliser tout notre registre de parts, la gestion des parts de notre SCPI, ça nous permet de faire pas mal de choses d'un point de vue expérience utilisateur, dans le sens où on est décimalisé, on peut faire du versement programmé à partir de 50 € par mois, en pleine propriété, en nue propriété, du démembrement viager, la souscription en 10 minutes pour une personne physique, une personne morale, évidemment accompagnée de son conseiller en gestion de patrimoine. Donc ça permet effectivement pas mal de choses. Le réinvestissement des dividendes aussi? Le réinvestissement automatique des dividendes entre 0 et 100% dès le premier centime. Et à côté de ça, on apporte, grâce à la brique
technologique, pas mal de pédagogie, c'est-à-dire qu'un épargnant peut savoir où vont ses flux, pourquoi on a acheté tel ou tel type d'actif assez facilement sur son espace. Et nos partenaires aussi, ça fluidifie nos échanges dans le sens où on est très transparent grâce à la technologie sur, notre activité. Maintenant, si je reviens à nos moutons, donc Iroko Zen ne travestit pas donc son identité, cette identité très granulaire, très opportuniste, très diversifiée. Donc on a acheté en 2024 sur tout secteur d'activité, tout pays de la zone euro, même plus que ça, Europe de l'Ouest, puisqu'on a ouvert le UK en milieu d'année. On a acheté donc du commerce, on a acheté du bureau, on a acheté de la logistique, on a acheté de la santé, de l'éducation, des résidences étudiantes, de l'hôtellerie. Donc ça, on l'a fait de manière très significative. 2024, ça a été une année où on s'est d'ailleurs pas mal concentré, contre-intuitivement, sur le bureau, puisqu'en fait, on a constaté une baisse de volume très significative des transactions en bureau, pour plusieurs raisons. La remontée des taux, évidemment, qui a amené à l'absence d'acheteurs, à un désamour assez profond pour la classe d'actifs bureau, parce que le bureau est... Alors ça va au-delà même de la Christo, le bureau est en pleine mutation, il se réinvente, et les besoins, les usages en bureau sont plus du tout les mêmes. Le bureau est mort et c'est l'immobilier d'entreprise de service, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Effectivement, il y a plein de nouveaux concepts qui rentrent en compte, le hospitality, etc. Mais bon, pour rester sur des choses très simples, aujourd'hui, la demande placée, c'est d'être très bien placé en plein cœur de ville et des bureaux à taille modeste où vous avez un effet vitrine, vous avez quelques fonctions d'une entreprise en un seul lieu et tout le reste, vous pouvez le faire en télétravail, etc., avec une rotation assez saine. Ça fonctionne plutôt bien et c'est ça plutôt l'avenir du bureau. Maintenant que j'ai dit ça, donc qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu se positionner sur des actifs de bureau, notamment auprès d'acteurs assez distress, qui avaient besoin de liquidité, soit parce qu'ils avaient un mur de dette qui arrivait très frontalement, soit parce que leur propre véhicule d'investissement n'avait pas fait ses acquisitions à un bon moment et avait des contraintes de liquidité. Donc pour donner deux exemples, on a acheté à Lille, au pied de la gare de Lille, un immeuble de bureau donc, qui est loué à Eurostar, à BNP et j'oublie le dernier, mais donc au pied de la gare de Lille, d'envergure. Exactement, à plus de 8%. Quand on se remet d'un point de vue purement macro dans cette opération, en fait, la prime de risque entre ce que devrait coûter cet immeuble et ce qu'on l'a acheté est absolument insensé. Donc c'était vraiment le moment d'aller capter cette opportunité. Ça valait quoi, 6,5 peut-être en temps normal? Avant crise, on est Même dans 6. des prime lillois, 6 quoi. Même 5,5 peut-être. 6%, ouais, 6%, mais effectivement. Ouais, 6%. donc ça veut dire qu'il y a ce delta entre le 8% et le 6%. Vu que vous l'avez acheté à 8%, le jour où le marché se résorbe, il y a un potentiel de se dire on va le vendre. Et c'est le cas, parce que tu le dis à dessein, j'imagine, c'est le cas, c'est-à-dire que la BCE a déjà enclenché un retour à une baisse de taux. On voit beaucoup plus de compétition à l'achat, c'est-à-dire que les acheteurs reviennent. Hein. Ça revient? Ça revient très fort, et notamment d'ailleurs sur le bureau, donc ce qui fait qu'on est content de s'être chargé en bureau. Alors quand je dis chargé, ça reste toute proportion gardée, puisque parmi les diversifiés, vous en avez des beaucoup plus exposés au bureau. Nous, on est à peu près à 30-35%, ce qui reste encore très modeste parce qu'on veut conserver des poches relativement équilibrées. Mais néanmoins, effectivement, on voit plus de compétition. Donc ça sera vraisemblablement pas la classe d'actifs sur laquelle on va se positionner massivement en 2025. L'autre exemple que je voulais citer, c'était au Royaume-Uni. Donc on a demandé à l'occasion de l'Assemblée générale qui s'est tenue en mai dernier d'ouvrir, d'étendre la SCPI à un autre risque, je fais exprès de dire risque, pays qui est le Royaume-Uni. Pourquoi risque? Parce que c'est un marché hors zone euro et donc avec un risque de change, exactement. Et on est absolument ravis de l'avoir fait parce que le Royaume-Uni a été profondément bouleversé par l'environnement économique et c'est là-bas qu'on a pu trouver, avec la France, les meilleures opportunités en 2024, en tout cas sur le second semestre 2024. Pour exemple, on a acheté le siège de Morgan Stanley. Alors on est allé un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire en termes de prix, en tout cas de volume plutôt, puisqu'on a acheté le siège de Morgan Stanley pour 60 millions d'euros, avec un rendement à plus de 8% et un engagement du locataire de 8 ans. Ça, encore une fois. Ça, c'est dans quelle ville de Glasgow. Glasgow. D'accord. Donc on est absolument ravis, c'est un locataire d'envergure. Alors pourquoi on ne s'interdit pas aujourd'hui, parce que notre cible d'acquisition est plutôt entre 1 et 20 millions d'euros pièce, ça c'est ce qu'on aime faire. Pourquoi on ne s'interdit pas à aller un peu au-delà désormais, c'est que, alors on n'ira pas à 100 millions sur des méga deals, etc. C'est que définitivement, passer 30 millions jusqu'à 60 millions d'euros, il y a aujourd'hui plus d'acheteurs. Donc vous avez une vraie prime à prendre une acquisition sur ces volumes-là. Et alors, ça c'est intéressant ce point-là de dire
finalement, en tant que gérant, au-delà de 30 millions, tu es capable d'acheter dans des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que c'est important de le rappeler, un gérant de SCPI, il est capable de bien acheter au-delà de 30 millions d'euros. En fait, acheter une cellule de 5 millions d'euros ou une cellule de 30 millions d'euros, c'est presque le même métier. Enfin, c'est le même métier. C'est-à-dire que les due diligence, suivant les sociétés de gestion et leur niveau de délégation auprès de tiers, en tout cas chez nous, d'ailleurs, je donnerai quelques chiffres sur le nombre de dossiers qu'on a regardés et au final le nombre d'acquisitions qu'on a faites. Mais on est très diligent, on est plutôt contraignant auprès de nos vendeurs, des brokers, etc. pour bien comprendre le deal. Mais donc, effectivement, on s'était donné ce range entre 1 et 20 millions d'euros. Et c'est, je trouve, une belle marque de notre opportunisme, le fait d'être en capacité d'aller un peu en dehors des sentiers et de pouvoir acheter un actif d'une taille plus significative. Et en plus, vous les achetez cash, il n'y a pas de conditions financières. Évidemment. Donc ça permet de mettre un peu la pression aux vendeurs? Ouais, complètement. Enfin, au-delà de mettre la pression, en tout cas, c'est un gage de bonne exécution. Ouais. C'est-à-dire que quand un broker aujourd'hui nous appelle, je pense qu'Iroko est aujourd'hui très identifié sur le marché et c'est extrêmement rare, évidemment off-market éventuel, que l'on ne voit pas les deals que certains de nos confrères voient. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, on a aujourd'hui une collecte qui est très abondante. On collecte entre 40 et 50 millions d'euros net par mois. Je touche du bois pourvu que ça dure. Et ça nous permet effectivement de déployer dans de très bonnes conditions et sans conditions suspensives de crédit. Et donc, pour le vendeur, c'est rassurant finalement. Très rassurant. Ouais. Donc ça, c'est quand même un élément vraiment capital pour, dans un contexte quelque part qui est un peu chahuté, etc., de savoir qu'en face de soi, on a quelqu'un qui détient vraiment l'argent, qui est capable d'aller jusqu'au bout. Ouais. Bah, c'est rassurant pour le oui, on le dit systématiquement de toute manière. Donc, mais c'est important que les épargnants se disent que finalement, en apportant de la collecte à un fonds immobilier, en particulier une SCPI comme la vôtre, bah, quelque part, là où peut-être que la personne en direct n'aurait pas pu acheter son immeuble, voilà, bah, elle peut le faire cash sans conditions suspensives, à condition que le gérant négocie fort, mais c'est ce que tu évoques. Donc elle a ce pouvoir-là intellectuellement. Et pour continuer donc sur l'immobilier, donc on a acheté tout type de secteur d'activité. On a déployé 430 millions d'euros en 2024. Pour donner la stat, voilà, exactement. Pour donner une stat, on a regardé 2000 dossiers, ce qui est colossal. Hein. Aujourd'hui, on a une équipe immobilière de 15 personnes. Donc 2000 dossiers, si on fait ça ramené à la journée, ça fait, des grosses journées. Ça fait 10 dossiers par jour sur 200 jours. Ça fait des grosses journées. On a une équipe d'invest qui est très dynamique, mais qui adore travailler. Donc on en profite, c'est au service de la performance. Et tout ça pour faire que 37 acquisitions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive, malgré le flux de collecte, à garder une grande sélectivité des actifs et avoir un entonnoir qui est très serré. Et ça, c'est gage de qualité. Ça nous a permis de relever de manière significative le rendement acte en main moyen du portefeuille, puisqu'aujourd'hui, il tourne à peu près à 7,90%. Et ça continue encore. Alors même si on voit plus de compétition, on arrive encore à aller capter des opportunités significatives. Mais c'est très bon, en tout cas pour la projection de la performance future. Ça me permet aussi de faire un rebond sur le lancement de très nombreuses SCPI l'an dernier, que je vois d'un très bon œil, une vingtaine ou 19, je ne sais plus exactement, tu le sais mieux que moi certainement. Je le vois d'un très bon œil parce que ça montre définitivement que la classe d'actifs est loin d'être morte, bien au contraire. La SCPI a un grand avenir et je suis convaincu que 2025 va être bien meilleur et 2026 sera extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que ces SCPI qui sont arrivées dans un bon momentum d'acquisition arrivent quand même peut-être un peu tard. En tout cas, elles n'ont pas amorcé une pompe à collecte suffisante pour capter ces opportunités qu'on avait depuis 18 mois, 24 mois. On a été assez peu nombreux, on était une dizaine à pouvoir acheter le marché. Oui, en fait, pendant quelque part le time to market entre, on va dire, juin 2023 et je sais pas, septembre, novembre 2024, il y a eu ce moment de solde. En fait, ça a été les soldes pendant, alors que les soldes, normalement, c'est 2 fois par an, bah là, ça a été les soldes pendant presque 18 mois. C'est ça, exactement. Et on se dit définitivement que c'est la fin des soldes pour plusieurs choses. Déjà, encore une fois, les actions de la BCE, le fait qu'il y ait un peu plus de compétition, donc des grands institutionnels qui reviennent sur tout secteur d'activité, alors dans une moindre mesure, suivant les pays, etc. Et le fait que les prix soient stabilisés. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller voir un vendeur en lui disant ton prix c'est 50 centimes de moins. C'est plus possible. Il y a une certaine normalisation du prix. D'accord, ouais, donc on voit que... Et ça se ressent sur les expertises d'ailleurs.
Parce que les expertises au sein de la SCPI Hirokozen, j'ai vu une communication il y a quelques jours qui sont encore favorables. Exactement, donc ça c'était, on s'en doutait un peu, mais c'est une bonne surprise de cette fin d'année. Donc au 31-12, on a, comme tout le monde, procédé à des expertises indépendantes, et la valeur de reconstitution, puisque c'est la conséquence, a encore significativement augmenté, puisqu'elle s'établit à 214,36 € par rapport à notre prix de souscription qui reste à 202 € qui est inchangé. Donc ça fait une sous-cote d'à peu près 6% à l'achat, ce qui n'est pas désagréable. Juste la SCPI Hirokozen, en termes de performance, le taux de distribution 2024, Ouais. c'était combien? C'est notre meilleure performance depuis le début. Rappelons-le, notre objectif non garanti de rendement, c'est 6%. D'ailleurs, on l'a relevé, puisqu'avant, c'était 5,50. Oui, c'était 5,50 Ouais, au démarrage, tout à fait. je m'en souviens. Ouais. Et donc, l'objectif de taux de rendement interne, c'est aussi 7%. 7%. Ouais, 7%. D'accord. Ok. On a relevé ce taux de distribution cible non garanti parce qu'on estimait effectivement que le marché était propice à aller chercher davantage de performance. Et pour autant, donc on a fait notre meilleure performance depuis 4 ans, puisqu'on a fait un taux de distribution de 7,32%. Et l'année dernière, on avait fait 7,12%. Là, encore une fois, ce n'est pas de la magie, c'est qu'on a pu reluer le portefeuille de manière très dynamique et qu'entre 2023 et 2024, notre patrimoine, c'est 70% du patrimoine acquis sur ces 2 années par rapport à l'existence de la SCPI. Donc c'est vraiment le meilleur moment. Dans le meilleur faisceau. Exactement. Et est-ce que tu te frotteras les mains le jour où tu vendras certains des actifs, en tout cas pour le compte de tes épargnants? On y songe. De toute manière, c'est un souhait de la SCPI et de la gestion d'avoir une SCPI. Je pense que c'est un enseignement de toute manière de tout ce qui s'est passé sur le marché, de ne pas croiser les bras, effectivement, être heureux avec un encours très significatif, des actifs qui malheureusement meurent. Enfin, je fais exprès d'utiliser ce terme fort, mais il faut avoir une gestion plus dynamique. Il y en a qui parlent d'asset management, de retrouver ce qu'est le vrai asset management. C'est vrai, effectivement, une SCPI du bon sens, finalement. C'est du bon sens. Alors, une SCPI ne peut pas avoir d'activité dite marchand, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vendre des actifs avant 5 ans de détention. Alors, déjà, il y a des petits aménagements, on va dire ça comme ça. Et ensuite, la SCPI, maintenant, elle va rentrer dans sa 5e année, donc elle va être en capacité de vendre certains de ses actifs. Ok, donc du coup, 7,30 plus Merci une revalorisation Oui, tout à fait. l'année dernière. Donc finalement, la performance globale. Ouais. Alors, je le rappelle, hein, l'objectif de taux de rendement interne de la SCPI qui n'est pas garanti, c'est 7%. L'objectif de taux de distribution qui n'est pas garanti, c'est 6%. Et donc, du coup, l'année dernière, quand on regarde la performance globale, 7,30 plus 1%. Plus 1%. Exactement. L'an dernier, quand on a fait les expertises de mi-année, puisque désormais c'est biannuel, on a eu donc une valeur du patrimoine qui était en hausse, une valeur de reconstitution en hausse. On avait toujours été très prudent sur la gestion du tunnel, enfin, en tout cas du prix de souscription par rapport à cette valeur de reconstitution, puisqu'on la prend en référence, c'est la règle. Et là, on s'est dit, compte tenu voilà, des hausses régulières, plus de ce qu'on anticipait sur le marché tôt, c'était un bon moment de récompenser nos associés historiques fidèles et donc d'augmenter de 1% notre prix de souscription. Qui est à 202 €. Qui est à 202 €. D'où le 202 €. Voilà, et il y a aujourd'hui un delta qui est à peu près de 6% entre ton 214,36 pardon, et 202 €. Donc c'est un élément important à avoir en tête. Dans Hirokozen, il y a le côté zen, mais finalement Hirokozen, Hiroko c'est le bois, je crois, c'est une essence de bois. Et on va parler un peu d'environnement. Comment vous intégrez les critères environnementaux, le label ISR concrètement? Ce label ISR, je sais que cette année, vous avez fait quelques actions sur lesquelles vous avez communiqué qui ne doivent être que la phase émergée de l'iceberg. Mais est-ce qu'il y a, voilà, comment ça se passe quotidiennement et est-ce qu'il y a des choses importantes à nous dire là-dessus? Je vais avoir une vision un peu globale pour faire ressentir la philosophie voilà, générale. Effectivement, Hiroko, tu fais bien de le rappeler, c'est un arbre subsaharien qui a pour vertu d'être le meilleur recycleur de CO2 au monde. Donc le choix n'est pas complètement anodin, même si on trouve que ça sonne bien d'un point de vue marketing. Et le zen, pour la petite histoire, c'est un acronyme, puisque derrière ça, ça veut dire zéro émission nette. Or, on n'y arrive pas sur une SCPI, mais néanmoins, on trouvait le clin d'œil assez amusant. Maintenant, pour revenir effectivement à la philosophie… donc on voit que c'est ancré. C'est plus qu'incarné. C'est ancré. En fait, notre credo sur cette thématique-là, c'est toujours de dire qu'il n'y a aucune raison à opposer performance et engagement. Ça va de pair. Quand on est engagé à l'amélioration énergétique, par exemple, des bâtiments, ça va bien souvent au service de la performance.
Maintenant que j'ai dit ça, vous avez deux façons d'adresser l'ESG sur une SCPI. Soit vous êtes ce qu'on appelle best in class, donc vous achetez des actifs plutôt flambant neufs et votre rôle à vous, ce qui nous arrive, hein, parfois on achète des actifs flambant neufs, c'est de maintenir des hauts standards de qualité environnementale. Soit vous avez plutôt une démarche best in progress. Ce qui est le cas de la SCPI Hirokozen, c'est-à-dire que vu le patrimoine immobilier qu'il y a partout en Europe, c'est peut-être... On ne peut pas avoir que des immeubles neufs. Exactement, c'est peut-être la meilleure démarche. Et donc nous, en gros, on note les actifs suivant des critères, 16 critères, et on lui attribue une note sur 100. Dès lors qu'on est en dessous des 50 sur 100, on ne regarde plus l'actif, il est hors scope. En revanche, quand il est à 50%, on se donne 3 ans pour améliorer ses performances énergétiques et le remettre dans des standards qui sont les nôtres. Donc ça, c'est nos premières actions. À côté de ça, là-dessus, ça passe par quoi? Par du relamping, donc on change les ampoules par de la LED, on met des citernes de récupération d'eau, on met ce qu'on appelle des stratificateurs dans les entrepôts, c'est-à-dire des souffleries qui viennent rabattre la chaleur au sol dans les entrepôts quand il fait froid au lieu d'augmenter le thermostat. Enfin bref, ce type de petites actions simples, mais voilà, qui sont importantes. Et à côté de ça, on a fait le choix fort depuis avril 2024 d'allouer 1% de la capitalisation totale de la SCPI à notre fonds à impact qui s'appelle Hiroko Impact, qui est article 9, et qui nous permet d'adresser ce qu'on oublie un peu dans l'ESG, c'est le S, puisque le rôle de Hiroko Impact, c'est d'acheter des résidences, en banlieue parisienne en l'occurrence pour l'instant, et de louer dans des conditions très décotées à des associations ou fondations. Donc aujourd'hui, par exemple, on a une association d'enfants autistes qui héberge des enfants et qui nous permet de rajouter cette brique. Alors on ne gagne pas d'argent, mais ça nous permet effectivement de couvrir toute la chaîne du ESG. Et enfin, depuis peu, depuis l'ordonnance de juin 2024, on peut installer de la production énergétique sur site. Alors, c'est pas si simple que ça. Donc nous, on est en train de procéder à un audit de tous nos actifs qui pourraient être éligibles justement à l'installation. Donc mettre quoi? Des panneaux photovoltaïques par exemple? C'est le meilleur exemple. Et donc vous avez deux options. Soit vous en faites bénéficier le locataire, ce qui peut le fidéliser, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Soit vous pouvez revendre l'énergie produite à EDF par exemple. Et donc ça, ce sont des chantiers qu'on entreprendra effectivement au courant de l'année 2025. Et du coup, quelque part, ça c'est un point... C'est des choses sur lesquelles vous communiquez et de manière régulière. Je crois que vous aviez fait aussi cette année comment dire, vous aviez repeint une toiture terrasse d'un bâtiment. Et c'est important d'en parler parce que en fait, c'est des petits gestes qui sont des petits gestes des petits gestes. Moi, j'appelle ça des petits gestes, pas de façon négative, hein, mais c'est du bon sens en fait quelque part. C'est du bon sens. Ça a des vraies vertus écologiques, énergétiques. Et encore une fois, il ne faut pas que l'épargnant se méprennent sur l'intention, c'est qu'en plus, ça ne gâche rien, ça crée de la performance à long terme pour l'immeuble. Si je prends un exemple tout bête, si vous avez deux bâtiments côte à côte et que les deux sont en vente, celui qui n'aura pas fait les travaux énergétiques vaudra forcément moins d'argent que celui qui les a fait. Donc quelque part, l'actif devient, entre guillemets, théoriquement plus liquide et en plus, quelque part, on engage aussi son locataire. Tout à fait. Le locataire, ça le fidélise. Lui-même peut aussi avoir une politique un peu RSE, responsabilité sociale des entreprises, je crois que c'est ce que ça veut dire. Ok, intéressant. Donc on voit que c'est vraiment cette dynamique environnementale, elle est ancrée avec le label ISR qui a été renouvelé cette année, c'est ça? Oui, tout à fait, en 2024, oui. Donc prochain rendez-vous en 2027, c'est ça? Certaines SCPI ont baissé leur prix de part en 2024. Hirokozen, t'en as parlé, ça a filé droit, même si ça a plus que filé droit. Comme quoi, finalement, dans ce marché des SCPI, il n'y a pas un seul marché des SCPI, il y a des marchés des SCPI, comme il y a des fonds actions, des marchés des actions. Et on voit que vous êtes arrivé finalement à bien traverser ce moment, même plus que le traverser, pas répliquer, mais à transmettre le niveau de performance pour l'épargnant. Oui, exactement. J'aime bien comme tu le résumes. C'est effectivement, il n'y a pas de raison que l'immobilier échappe à ses fondamentaux économiques. Un fonds action peut sous-performer une année, surperformer une année. Alors on attend effectivement que l'immobilier soit moins volatile, c'est pour ça qu'on dilue les risques, c'est pour ça qu'on multiplie les actifs, et c'est notre credo, encore une fois, 1 milliard d'euros d'encours pour plus de 135 actifs.
en portefeuille, ce qui fait une taille moyenne de 7,5 millions d'euros, donc très granulaire. Mais néanmoins, il y a des crises et l'immobilier, on traversera d'autres. À nous de faire notre rôle effectivement de buffer, de limiter ces risques-là, de diversification. Et je trouve que beaucoup de gérants montrent que ça fonctionne et il faut composer avec. Et alors du coup, c'est quoi pour toi, parce que les bonnes règles de pratique là, si demain je sais pas, les taux de la BCE ils passent à 2%, ce sera quoi l'histoire d'Hirokozen? Alors Hirokozen, elle est devenue, malgré elle, mais c'est plutôt positif quand je dis malgré elle, beaucoup plus patrimoniale que ce qu'on avait imaginé. Dans le sens où quand on a lancé Hirokozen, c'était dans un environnement très concurrencé d'un point de vue, quand je dis concurrence, fonds. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. Pléthore d'acheteurs, pléthore d'SCPI qui performaient bien, qui faisaient le marché à 4,50 de rendement. Et quand on achetait du 4,50 en SCPI, on était super content. Parce qu'à côté, on avait du fonds sécurité en euros à 1%, péniblement, du compte à terme, on aura des pâquerettes, des fonds actions très volatiles avec des bonnes années et des mauvaises années. Hirokozen, elle est devenue plus patrimoniale parce qu'encore une fois, elle a pu se charger en immobilier moins risqué, avec plus de rendement. Pendant les 18 mois. Exactement. Ce temps, vraisemblablement, ne durera pas. Pour autant, quand on achètera demain à qualité équivalente un actif à 6%, il faudra quand même le remettre en perspective avec ce qu'on peut avoir comme autre rendement sur d'autres classes d'actifs. Et tout est corrélé. Je veux dire, si demain les SCPI diversifiées récentes retendent vers du 6% de rendement, mais qu'à côté de ça, du fonds sécurité en euros retend vers du 2%, hors offre boostée, etc., ça sera toujours un bon moment d'entrée. Un bon produit d'épargne pour les épargnants. Dernière question, j'aime bien toujours poser cette question. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous partager pour la SCPI Hirokozen? Je crois qu'il y en a déjà eu pas mal. Donc on continue à être très actif sur le marché de l'investissement. On a envoyé beaucoup d'offres en Espagne, en Italie, au Portugal, parce qu'on sent qu'il y a un vrai appétit et c'est des économies qui sont très résilientes, contrairement à l'Allemagne qui souffre un peu. On avait beaucoup été concentré sur le bureau en fin d'année. Là, on se concentre pas mal sur la logistique, on y revient très fort parce que c'est notre premier amour. On revient également, on vient plutôt plus franchement sur l'hôtellerie, les résidences étudiantes. Donc on a une dynamique d'acquisition qui est très forte, qui est très soutenue, et on est encore en capacité de battre notre délai jouissance et donc d'apporter cette performance pour l'investisseur, en tout cas faire nos meilleurs efforts pour y arriver. Donc je pense que la SCPI Hirokozen sera au rendez-vous en 2025. Effectivement, la valeur de reconstitution est plutôt dans le bon sens, compte tenu des nouvelles économiques, etc. Et après, plus globalement sur Hiroko, c'est une société de gestion qui se porte très bien aujourd'hui. Donc on a 60 collaborateurs, plus d'1 milliard d'euros d'encours. On a plein de projets. Pourquoi pas avoir une petite sœur pour Hiroko, donc voilà, Hirokozen, donc on y réfléchit. On voit qu'il y a plein de dynamiques, un horizon très lointain et avec une volonté de faire les choses avec sérieux, avec beaucoup de digital. Nos clients nous remontent très régulièrement que c'est facile, qu'ils veulent réinvestir, qu'ils ont confiance, que le dividende est bon. Ça, c'est important de le rappeler. Ouais. Plein de bonnes choses, Pierre-Antoine, à toi et tes équipes. On te dit à très bientôt pour merci, Jonathan. Voir la suite. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les informations de la SCPI Hirokozen sur notre site internet. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut!